Imaginez un peu le tableau. Un homme, enfermé à double tour, qui annonce tranquillement qu'il va commettre un cambriolage et qui le réussit. C'est ça, Arsène Lupin. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble l'un de ses coups les plus incroyables, un véritable tour de passe-passe. La question est simple, mais elle donne le vertige. Comment est-ce qu'on peut piller un château fort quand on est soi-même en prison? C'est le casse-tête que Lupin nous propose. Et on va voir que la solution, elle est d'une logique implacable, presque frustrante de simplicité une fois qu'on a la clé. Bon, alors pour commencer, plantons le décor. D'un côté, on a le baron Cahorn. C'est un homme qui vit reclus dans son château, le Malachise, une vraie forteresse médiévale, bourrée de trésors d'une valeur inestimable. Tellement précieux d'ailleurs qu'il s'est en quelque sorte emprisonné lui-même avec. Et là, le baron reçoit une lettre. Une lettre d'une politesse, mais d'une politesse à vous glacer le sang. Et elle est terrifiante. Pourquoi ? Parce qu'elle liste avec une précision chirurgicale tout ce que Lupin compte lui piquer. On parle de tableaux de Rubens, de tapisseries anciennes. Le type ne se cache même pas. L'audace est juste incroyable. Et c'est là que ça devient vraiment génial. Parce que cette lettre, elle a été envoyée de la prison de la santé. Oui, Lupin est sous les verrous, complètement neutralisé en théorie. Il est enfermé, surveillé 24 heures sur 24, et pourtant, c'est lui qui tire toutes les ficelles. Sa cellule, c'est devenu son QG. La vraie question, c'est comment c'est possible? Et là, on a vraiment deux réactions totalement opposées. D'un côté, le baron, en panique totale, il connaît la réputation de Lupin, il sait que ce type ne bluffe jamais. Pour lui, la menace est 100% réelle. Et de l'autre, la police. Eux, ils haussent les épaules. Un expert dit même que l'écriture n'est pas tout à fait la même. Bref, il se fie au mur de la prison et n'y croit pas une seconde. Alors voilà notre baron, complètement lâché par la police. Il est au bord de la crise de nerfs, il voit la date fatidique approcher et lui faut un miracle, une solution que personne ne semble pouvoir lui donner. Et c'est pile à ce moment-là que le destin, ou plutôt, on va le voir, Arsène Lupin lui-même, lui tend un piège absolument parfait. Et comment ce piège se met en place ? Eh bien, par un simple article de journal. Le baron tombe sur une petite note dans le Réveil de Caux, le journal local. Ça a l'air de rien, une simple coïncidence, mais ça va tout changer. Parce que cet article, il annonce quoi ? Que le célèbre inspecteur Ganimard est en vacances juste à côté. Ganimard, l'ennemi juré de Lupin, celui qui a réussi à le mettre derrière les barreaux. Pour le baron, c'est une apparition divine, c'est le seul homme capable de le sauver. Et pour Lupin, c'est la paille idéale qui vient de mordre à l'hameçon. Le baron est tellement aux abois qu'il est prêt à tout. Il offre 5000 francs pour que ce Ganimard vienne protéger son château juste pour une nuit. 5000 francs à l'époque, c'est une somme colossale. C'est clair que ça suffit pour convaincre n'importe qui, même un inspecteur soi-disant en vacances. Bon, nous voilà arrivés à la nuit du casse, la fameuse nuit du 27 septembre. Tout est en place, le plan de sécurité a l'air absolument infaillible, la tension est à son comble. Alors, regardons le déroulé de la soirée. À 20h, le faux Ganimard et ses deux assistants débarquent. À 21h, truc super malin, les assistants sont carrément enfermés dans les galeries avec les trésors. Double sécurité. À 23h, toutes les portes sont verrouillées et le baron et Ganimard commencent leur ronde. Vers 3h du matin, un petit bruit de camion au loin, mais rien d'alarmant. Au petit matin, à 6h, tout semble parfaitement calme. Le château est un vrai coffre-fort. Enfin, en théorie. Le lendemain matin, le baron respire enfin. La nuit est passée, tout est calme. C'est le soulagement. Sauf que non, pas du tout. C'est là que le cauchemar commence vraiment. On ouvre les portes des galeries et là, c'est la catastrophe. C'est vide. Absolument vide. Tous les objets que Lupin avait listés ont disparu. Les deux assistants, on les retrouve par terre, complètement drogués. On leur avait donné du cidre avec un somnifère dedans, bien sûr. Et l'inspecteur Ganimard ? Évaporé, disparu dans la nature. Le plan était parfait, sauf que ce n'était pas celui du baron. Pour comprendre ce qui s'est vraiment passé, il faut quitter la scène du crime. La solution, elle n'est pas au château. Elle est dans une cellule de la prison de la santé. C'est Lupin lui-même qui va tout raconter, avec un petit sourire en coin, au vrai Ganimard. Allez, on décortique le plan de génie. C'est une pure merveille de manipulation. Étape 1, la lettre. Le but, créer une panique monstre chez le baron et surtout, s'assurer qu'il n'ira jamais voir la vraie police. Étape 2, l'article de journal. Un faux, bien sûr, glissé dans le journal local pour donner au baron un faux espoir sur un plateau d'argent. Étape 3, l'imposteur. Un complice se fait passer pour Ganimard. Le baron lui donne les clés du château, sa confiance absolue. Et l'étape 4, la plus simple, le travail de l'intérieur. L'imposteur et ses assistants n'ont plus qu'à emballer tranquillement les trésors et à les faire passer par la fenêtre à une barque qui attendait en bas. C'est implacable. Et c'est là qu'on touche au génie du personnage. C'est Lupin qui le dit lui-même, Ganimard sera arrêté par Ganimard. La revanche est savoureuse, non ?
Pour lui, le butin c'est bien, mais l'humiliation de son adversaire en utilisant son propre nom, ça n'a pas de prix. La mise en scène, l'art du geste, c'est tout aussi important que le vol lui-même. Mais attendez, ce n'est pas tout. Le coup de théâtre final est encore plus fort. Lupin révèle que le baron a déjà racheté ses propres trésors. Depuis sa cellule, Lupin a négocié une rançon de 100 000 francs. Du coup, le baron a retiré sa plainte et l'affaire est classée. C'est-à-dire que non seulement il a réussi son coup, mais en plus, il s'est fait payer pour rendre le butin. Le tout sans jamais bouger de sa cellule. Magistral. L'histoire pourrait s'arrêter là, mais avec Lupin, il y a toujours un dernier acte, une dernière pirouette. C'est sa signature, ce mélange de panache et d'arrogance face à ceux qui croient l'avoir enfin cerné. Au moment où le vrai Ganimard, dépité, quitte sa cellule, Lupin l'arrête et, avec le plus grand naturel, lui rend sa propre montre, qu'il venait de lui subtiliser pendant leur conversation. Et juste après, pour bien enfoncer le clou, il sort de sa poche une deuxième montre, celle du juge d'instruction qui s'occupe de son affaire, histoire de montrer que personne, absolument personne, n'est à l'abri de son agilité. Un dernier pied de nez à tout le système judiciaire. Et la conversation se termine sur cette promesse, qui sonne presque comme une plaisanterie, mais qui est terriblement sérieuse. Notez bien Ganimard. Mercredi prochain, j'irai fumer un cigare chez vous à 4 heures. Il ne parle pas de s'évader, non. Il parle de sortir, quand il l'aura décidé. Tout simplement. Ce qui nous laisse avec une question assez fascinante, au fond. Quand un cambriolage atteint ce niveau de complexité, d'intelligence et d'élégance, est-ce que c'est encore juste un crime? Ou est-ce que ça devient une sorte d'œuvre d'art? La question reste ouverte.